98 pays ont participé au championnat de Chiba au Japon en 1995, 110 pays à ceux de Paris en 1997. Depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, le judo est au deuxième rang des sports olympiques les plus universels. Il fut aussi l'un des plus regardés par les téléspectateurs. C'est dire qu'aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de millions de personnes pratiquent ou ont pratiqué cette discipline à travers le monde. Au commencement était le verbe, celui de Jigoro Kano donnant la leçon dans son dojo du Kodokan. Images émouvantes. Toute l'histoire pourrait se résumer ainsi. Parce qu'un frêle jeune homme, agacé par les brimades de ses camarades, se mit en tête de devenir un expert dans l'art du combat à main nue des samouraïs, le judo est né. Le fondateur du judo, Jigoro Kano, maître Jigoro Kano, était un être exceptionnel. Il était certes du 19e siècle, mais des idées modernes. Il était un intellectuel brillant, reconnu dans la société japonaise, membre élevé, enfin ayant un rang élevé à la cour de l'empereur, directeur de l'école normale. Il s'est battu pour d'abord créer une méthode d'éducation physique moderne, attrayante. Pour ce faire, il a puisé dans les techniques des écoles de Jiu-Jitsu, qui était l'art pratiqué par les guerriers, un certain nombre de techniques, et il a créé le judo. Et il s'est de plus battu pour que le Japon devienne membre de la famille olympique. Le Japon est devenu membre à part entière du CIO, et lui-même est devenu le premier japonais membre du CIO. La méthode Kano, qui avait dû s'imposer à ses débuts face aux autres écoles de Jiu-Jitsu dans des rencontres mémorables, devint obligatoire dans toutes les écoles du Japon. Voici une démonstration de maître Kano effectuée devant l'empereur du Japon et filmée en 1907. Le judo, défini par Kano, était une méthode d'éducation complète sur l'art d'utiliser efficacement son énergie. Et ce qu'on apprenait sur les tatamis devait servir dans tous les actes de la vie. Les professeurs étaient formés au Kodokan, lieu où l'on enseigne la voie, on pourrait dire la vie. Une démonstration des élèves de Kano, Nagaoka et Mifune notamment, montre que tout le judo d'aujourd'hui est déjà contenu dans le judo d'hier. Il restait aux élèves devenus maîtres à essaimer à travers le monde. La diffusion du judo et sa promotion est assez originale, car c'est assez exceptionnel. C'est un des rares, je crois peut-être même le seul exemple de sport qui se soit développé en Asie. Dès le début du XXe siècle, dès les 1910-1915, en Europe, des professeurs de judo venant du Kodokan, l'école où l'on enseigne la voie, le judo créé par maître Kano, sont venus en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France. Le judo bénéficiera pour son développement des mythes de supériorité et d'invulnérabilité qui avaient accompagné l'introduction du jiu-jitsu. Le développement du judo-jiu-jitsu passera parfois par des méandres surprenants. Une démonstration de judo, un judo un peu sommaire, effectué par des tirailleurs sénégalais devant les soldats du front pendant la Première Guerre mondiale.
accompagné la promotion du judo, assurément, c'est l'aspect un peu mystique, aussi un certain nombre d'habitudes, d'attitudes. On parlait des kwatsu, des méthodes de réanimation, mais je crois que dans cela, il faut rester très réaliste. Les gens qui enseignaient, les personnes qui enseignaient, les maîtres, avaient et ont, à ce jour encore, de solides connaissances en termes d'anatomie et en aucun cas, ils ne se prenaient pour des médecins et quelquefois, on avait tendance à agrandir un peu leurs actions alors qu'ils faisaient ou qu'ils avaient des attitudes qui étaient juste pour apporter une aide. Et en aucun cas, ce n'était, c'est vrai, on l'a dit, la personne, le cri qui tue, le cri qui réanime, mais je crois que, comme toujours, c'est tellement, le merveilleux attire tellement les gens qu'on a eu tendance à en rajouter un peu et à raconter plus que cela n'était. De Herth et Piquemal s'expliquent en finale. De Herth conserve son titre et en fin de combat, l'arbitre, le professeur Kawasai, de 2 plaques sur les pectoraux rétablira la circulation du sang arrêtée chez Piquemal. Des mythes relayés et amplifiés en Europe par le cinéma, la littérature et le music-hall. L'accès des cages aux fauves était jusqu'à ce jour réservé aux seuls dompteurs professionnels. Mais André Mercier, président du syndicat des judokas français, démontre que la ceinture noire de judo est une assurance suffisante pour venir à bout de n'importe quelle tigresse. Un kia d'appel ou un kia spécial inhibant valent tous les regards magnétiques de dompteurs. Les photographes gardent leur distance, mais André Mercier cherche la sienne, toujours avec le même succès. La tigresse est littéralement envoûtée. La démonstration s'achève enfin sur le complet asservissement du fauve, devenu véritable matou d'appartement. Il faut attendre la fin de la première moitié du siècle pour que le judo s'organise et séduise par son aspect éducatif, tel que l'a conçu son fondateur, et tel qu'on l'enseigne, comme sur ces images, au Kodokan. En France, par exemple, le développement de cette discipline s'explique par l'action d'hommes exceptionnels, tels Moshe Feldenkrais, ici avec Jigoro Kano. Ou bien Maître Kawashi. Parmi les élèves de Maître Kawashi, on trouve des savants, comme le prix Nobel de chimie Frédéric Joliot-Curie. Il pose ici avec sa femme, Irène. Autre élève de Maître Kawashi, Paul Bonnet-Maury, premier président de la Fédération française. Paul Bonnet-Maury joue un rôle important dans la création de l'Union européenne et de la Fédération internationale de judo. Le judo est maintenant un pont au-dessus des mers entre la France et le Japon. Et chaque année, nous désirons inviter un champion japonais choisi par le docteur Kano pour venir en France et en Europe. Il y a des intellectuels de tout poil, mais indiscutables, et généralement scientifiques d'ailleurs, qui se sont intéressés au judo, qui étaient sportifs, mais qui se sont intéressés plus particulièrement au judo. Bon, il y avait Joliot-Curie, il y a eu Bonnet-Maury. C'était des gens qui étaient au centre de recherche scientifique. C'est peut-être parce qu'il y avait un peu plus que la compétition immédiate. C'est peut-être parce que au début, il y avait cette formule, le petit qui n'a pas peur des gros, le petit qui peut battre les plus gros ou les plus lourds. C'est possible. Mais je pense qu'il y a eu aussi, je répète, l'aspect éducatif, et on a été sensible à cela sur le plan des grands universitaires, des professeurs, des divers maîtres qui ont été là. Judoka voyageur, Mikinosuke Kawashi, après un séjour aux États-Unis et en Angleterre, se fixe en France en 1936. Kawashi, en tout cas,
était conscient de ce qu'il faisait. Et j'ai toujours dit qu'il y avait deux Kawashi, le grand qui a fait le judo français, le judo européen et qui a permis au judo de rayonner dans le monde. Et ça, il l'a fait beaucoup plus que les Japonais au début. Parce qu'il y avait eu Koizumi en Angleterre, il y avait eu d'autres experts qui étaient venus à travers le monde. Ils n'ont jamais été qu'intimistes d'une certaine façon. Ils étaient de bons judokas. Et ils n'ont pas su irradier et avoir le coffre. Il s'est attaché très rapidement à faire des professeurs qui eux-mêmes étaient chargés d'en créer d'autres. Ça a été mon cas. Je suis parti juste après la guerre, développé en Belgique, ensuite en Hollande, ensuite à Cuba. Et bien à partir de ce développement-là, immédiatement avec la méthode Kawashi, toute l'Amérique du Nord et du Sud s'est enflammée. Au bout de 2-3 ans, ils ont créé la Fédération panaméricaine. D'ailleurs, à l'époque, ils ont envoyé une équipe panaméricaine pour se battre en France et aussi en Europe. Jean de Herth, apôtre du bon judo, fut champion d'Europe des 3e dan, des championnats organisés pour la première fois en 1951 à Paris. En finale, il triomphe de l'anglais Gleason. À la faveur de ces championnats, on remarque un jeune homme longiligne, battu ici par le Français Dupré en finale des ceintures marron. Une rareté. Il s'appelle Anton Kesing. La Fédération internationale a été créée en 1951 à la suite d'une initiative de l'Union européenne qui existait déjà. Et en 1952, la présidence en a été confiée à Maître Rizei Kano, le fils du fondateur du judo. Et à cette époque, aux 13 pays européens qui avaient créé la Fédération internationale sont venus s'adjoindre 4 pays de Panamérique, 1 d'Océanie et 1 d'Asie, c'est-à-dire 19 pays. L'Afrique n'était pas mentionnée car on a tendance un peu à l'oublier, mais à cette époque, les dirigeants africains étaient associés à beaucoup de structures de pays européens. On a tendance quelquefois à parler de 4 unions, mais les 5 unions ont été vraiment, dès le début, concernées. Si le Japon envoie ses émissaires, son judo reste un grand mystère. De rares privilégiés ont assisté aux rencontres Est-Ouest qui enflamment le pays, comme celle de 1953. Il faut se rendre à l'évidence, il y a le judo des Japonais et celui des autres. Voici la terreur Taigo, champion du Japon en tournée en Europe. Il est opposé ici à 10 des meilleurs judokas français du moment. Seul Jean de Herth obtiendra le match nul. C'est donc avec impatience que l'on attend les premiers championnats du monde organisés en 1956 dans le Saint des Saints, à Tokyo. Souvent, après un long voyage, des judokas venus de 31 pays s'affrontent dans une seule catégorie. Les rencontres durent 10 minutes, la finale 20 minutes.
Le japonais Natsui sort vainqueur de l'épreuve. Il bat en finale son compatriote Yoshimatsu. Et le Hollandais Anton Gesink termine troisième. Près de 40 ans plus tard, toujours au Japon, à Chiba s'ouvrent les 19e championnats du monde. 98 pays sont représentés. Bonjour, mesdemoiselles, bonjour, mesdames. Les arbitres ont des tenues saillantes. Les points sont comptabilisés au tableau électronique. L'ère d'évolution n'est plus surélevé. Il y a des catégories de poids, 7, tant chez les hommes que chez les femmes. Plus une compétition toute catégorie, mais où les petits gabarits ne s'aventurent guère. La durée des combats, qui a diminué à plusieurs reprises, ne peut excéder 5 minutes chez les hommes, 4 minutes chez les femmes. Et maintenant, mesdames, messieurs, vous allez voir ce que vous allez voir. Et voici des championnes et champions lors de leur finale victorieuse. Medals and certificates are being... Fifth place, Sylvia. Ces champions ne sont pas tous japonais, loin s'en faut, surtout chez les femmes. C'est sans doute pourquoi la petite Tamura est une star dans son pays, au point d'être devenue une héroïne de dessin animé. Le sport est une création perpétuelle des hommes qui le pratiquent et l'organisent. Ces hommes étant à leur tour transformés par cette création même. Après Chiba, 1995, Paris, 1997, rien ne sera plus comme avant. Mais si le judo évolue, c'est en respectant la tradition. Une tradition tout entière contenue dans l'enseignement des katas, les fondamentaux du judo, la science des déséquilibres. Et c'est sur ces bases que les champions amènent leur touche personnelle et participent à l'évolution technique.
Le plus utilisé des mouvements, hier comme aujourd'hui, reste cependant Ushimata. Ushimata était justement le mouvement préféré du judoka hollandais Anton Geesink. Premier monstre sacré non japonais du judo, Geesink, on l'oublie souvent, fut aussi pour son époque le plus japonais des judokas occidentaux. Il se rendit au pays du soleil levant à plusieurs reprises et y demeura plus de 2 ans, bénéficiant des conseils de grands maîtres japonais. Mais lorsque le premier, il mit fin à l'invincibilité japonaise, ce fut une secousse sismique sur la planète judo. Anton Geesink, dans ses œuvres, 3 Japonais étaient engagés pour ces championnats du monde de 1961 à Paris. Geesink travaille debout, sur l'arrière, sur l'avant, constamment à l'offensive. Il recherche le point décisif, le ippon. Il travaille aussi en provoquant des enchaînements au sol, s'il le faut, où il est aussi efficace que debout. Son judo a bien l'estampille japonaise. Quand s'ouvrent les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, où le judo est admis en sport de démonstration, tout un peuple, cependant, pense que son champion, Kaminaga, va laver l'affront subi à Paris 3 ans plus tôt. Mais Geesink récidive dès les éliminatoires. Après un curieux système de repêchage, il retrouve Kaminaga en finale cette fois. Les 130 kilos du géant hollandais vont s'abattre comme une chape sur Kaminaga et sur tout un pays. C'est la consternation, on parlera même de deuil national. Devenu légende vivante, Geesink habite à Utrecht, une rue qui porte son nom. Lorsqu'il arrêta la compétition, les Japonais pensèrent bien retrouver leur suprématie. Mais c'était compté sans l'irruption des judokas allemands et soviétiques.
Et surtout, compter sans Wilhelm Ruska, élève d'Anton Gesing en personne. Un Hollandais pouvait en cacher un autre. Il sera champion du monde en 1967 et 1971 et champion olympique en 1972 lorsque le judo devint sport olympique à part entière. À ces Jeux de Munich, Ruska réussit le doublé lourd, toute catégorie. Ruska devint ainsi le deuxième poids lourd de légende de l'ère sportive du judo. Le troisième sera japonais, près de 20 ans plus tard. L'attente en valait la peine. Voici Yasuhiro Yamashita. L'homme fait judo ou le judo fait homme, on ne sait trop. Tout juste junior, il fait une tournée avec l'université de Tokai et rencontre l'équipe de France. Personne alors ne le connaît. Depuis longtemps le plus fort au Japon, il remporte le premier titre de champion du monde à Paris en 1979 face au Français Jean-Luc Rouget. Trois autres titres de champion du monde suivront, dont le doublé lourd toute catégorie à Maastricht en 1981. Puis il obtient le titre des lourds à Moscou en 1983, où 3 ans auparavant, il n'avait pu participer aux Jeux Olympiques. Une belle revanche. Il arrivera même à Yamashita de gagner avec une seule jambe valide, comme aux Jeux Olympiques de Los Angeles.
Dernier venu dans le cercle très fermé des lourdes légendes, le Français David Douillet. Tu sais ce que je faisais quand j'étais gosse, quand je gagnais un championnat, quand j'ai commencé à gagner le championnat de Seine-Maritime. J'ai pris une carte, j'ai regardé la Seine-Maritime, la superficie, etc., les limitations, je me suis dit, je suis vraiment fier parce que je suis champion de tout ça. Après, ça a été la Normandie. J'ai repris ma carte, toujours pareil. Je me suis dit, bon, c'est chouette, je suis champion de tout ça maintenant. Et puis un jour, tu prends la carte et puis tu as toute la France. Tu te dis, c'est le pied, quoi. Tu es le champion de toute la France, quoi, avec tout ce que ça comporte. Et puis un jour, tu le fais plus. Et un jour, c'est ta grand-mère au téléphone qui dit, dis donc, mon petit-fils, eh ben, ce matin, j'ai pleuré. Ah bon, pourquoi, mamie? Ben, parce que je suis tombé sur le planisphère et je me suis dit, mon petit-fils, il est champion de tout ça. Et là, moi, j'ai pleuré. C'était extraordinaire. Il s'est présenté au dernier championnat du monde de Paris en 1997 avec en poche un titre olympique, 3 titres de champion du monde, lui aussi ayant réussi le doublé lourd toute catégorie à Chiba. Et à l'image de Yamashita, il a une rapidité de félin pour quelqu'un de son gabarit et dispose d'un judo très complet. Chez les féminines, une mention exceptionnelle peut être réservée à la Belge Ingrid Bergmans. Elle fut 6 fois championne du monde, 2 fois dans la catégorie des mi-lourds, soit moins de 72 kilos, et surtout 4 fois en toute catégorie. La voici, elle aussi, de plein pied dans la légende, une légende du judo féminin plus récente que celle des hommes. Si dès le début, les femmes pratiquaient le judo, il a fallu attendre 1974 pour que l'on voit le premier tournoi international organisé à Gênes. Ensuite, 1980, pour voir les premiers championnats du monde organisés aux États-Unis à New York, 27 pays participants, 150 jeunes femmes inscrites. À Makuhari, 64 pays et plus de 240 combattantes. Ce qui est un formidable essor. Et c'est quelque chose aussi que le Comité international olympique a tenu à saluer, car la participation féminine à Atlanta, comme à Barcelone, avait été exceptionnelle. Elles durent d'abord se battre hors des tatamis, les femmes, pour avoir les mêmes possibilités de s'exprimer que les hommes. Mais dès qu'elles les auront, elles rattraperont le temps perdu.
D'emblée, elles pratiquèrent un judo technique, offensif et spectaculaire. Les écoles françaises, autrichiennes, anglaises et hollandaises font merveille. Et par la suite, les championnats du monde révéleront des talents exceptionnels. Karen Brix, quadruple championne du monde. Brigitte Dédier, triple championne du monde. Fong Lin Gao, quadruple championne du monde. Min Sun Cho, championne olympique et double championne du monde. Sans oublier le trio des Françaises, championnes olympiques et du monde. Les Japonaises auront du mal à s'immiscer dans le judo des meilleurs. Kaori Yamaguchi et Ryoko Tamura furent longtemps les deux exceptions qui confirmèrent la règle. Un peu comme le furent Gesing et Ruska vis-à-vis du judo japonais. Car dès l'apparition des catégories de poids au début des années 60, les Japonais vont truster les titres, tous les autres titres, réalisant même le Grand Chelem au championnat du monde de Mexico en 1969 et de Lausanne en 1973. Voici les merveilles des merveilles. Okano, champion du monde, champion olympique. Okano, poids moyen, fut même champion toute catégorie du Japon. Fuji, 4 fois champion du monde. Koga, 4 fois champion du monde.
Ogawa, lui aussi 4 fois champion du monde. Les Japonais arrivaient toujours en finale beaucoup plus frais que nous. Tout simplement parce que personne n'allait jusqu'au bout face à eux. Car les user, bon, c'était conscient ou inconscient, hein, c'était pas forcément tout à fait calculé. Mais bon, vu l'aura des Japonais, vu l'histoire, ils n'allaient pas jusqu'au bout car ils avaient aussi une chance de plus d'être repêchés quand on n'usait pas complètement son adversaire. Les Japonais étaient plus frais que nous. C'était une réalité. À Vienne, eh bien, nous avons tous décidé, le monde entier a dit c'est top stop. Mais c'était pas de mot d'ordre, hein, simplement une prise de conscience. Avec toutes les confrontations qu'on avait pu avoir avec eux, on avait pris conscience qu'on était vraiment devenus très forts, nous aussi, en dehors du Japon. Et les Japonais sont arrivés en finale dans le même état que nous, c'est-à-dire complètement usés. Et donc, de nombreux Européens eh bien, sont passés. Et donc, nous avons remporté les titres de champion. Cette brèche ouverte par Jean-Luc Rouget fut agrandie par Vladimir Nevzorov, champion du monde, champion olympique. S'engouffrèrent ensuite d'autres champions qui font également partie aujourd'hui de la légende. Thierry Rey, champion du monde, champion olympique. Neil Adams, champion du monde. Angelo Parisi, champion olympique. Seyson Bacher, double champion olympique. Canu, double champion du monde. Légien, 2 fois champion olympique. Nastula, champion du monde, champion olympique. Kelmals, 2 fois champion du monde, champion olympique. Quelquefois, les gens en oublient que le judo, c'est aussi autre chose qu'un sport olympique. Le judo est bien plus que cela. Le judo est aussi cela, mais bien plus. L'enseignement, les grades et tout ce qui est basé sur la transmission du savoir est quelque chose qui a été toujours travaillé de près. Et c'est-à-dire que les judokas ont toujours attaché énormément d'importance à la transmission. Dans cette transmission, c'est à la fois le respect du maître, mais c'est aussi le respect de l'élève. Et c'est une forme de complicité, des rapports privilégiés pour faciliter cette transmission. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi le développement du judo a pu se faire aussi harmonieusement dans l'ensemble des pays. Le judo est une école de vie, une mise en train de l'existence. Il n'est pas d'effort physique sans effort de caractère, de volonté, d'intelligence. Il permet, par les confrontations qu'il provoque, le maximum de comparaison entre les hommes, la connaissance d'autrui et de soi-même. C'est une école de sociabilité.
Le judo a des vertus qui s'enseignent. La politesse, c'est le respect d'autrui. Le courage, c'est de faire ce qui est juste. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'honneur, c'est d'être fidèle à la parole donnée. La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. Le respect, sans respect, aucune confiance ne peut naître. Le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsque monte la colère. L'amitié, c'est le plus pur des sentiments de l'être humain. Le judo, c'est un bouquet de ses fleurs.